Bonjour, merci à tous d'être là. Voilà, moi je m'appelle Michel, donc je suis journaliste à l'agence de presse Reuters depuis 13 ans maintenant. Effectivement, je suis Emmanuel Macron depuis qu'il est à Bercy. Donc à l'époque, j'étais journaliste économique. Je couvrais les sujets de macroéconomie, le chômage, les chiffres de la croissance, tout ça. En 2015, un jeune ministre de l'économie a été nommé, Emmanuel Macron. Donc j'ai commencé à le suivre à cette époque-là quand il était ministre. Et ensuite, j'ai continué à le suivre quand il a démissionné. Quand il a ensuite déclaré sa candidature pour la présidence de la République. Donc je l'ai suivi pendant la campagne présidentielle de 2016-2017. Et il est passé évidemment de troisième homme qui n'avait aucune chance selon la plupart des commentateurs, après les scandales du canard enchaîné qui ont fait exploser la campagne de François Fillon, à un statut de favori. Et ensuite il a gagné l'élection présidentielle. Et donc mon agence a décidé de me nommer correspondant à l'Élysée, vu que je l'avais suivi pendant toute la campagne. Euh, donc là, je suis 5 ans plus tard en train de couvrir une nouvelle campagne complètement différente de celle de 2016-2017. Alors déjà, je préfère m'excuser un petit peu parce que du coup, j'ai suivi hier soir le débat présidentiel. J'imagine que vous l'avez regardé vous aussi. Voilà, quand on est journaliste, il faut aussi écrire l'article après le débat. Donc ça veut dire que je me suis couché très tard et qu'en fin de campagne présidentielle, du coup, on est un petit peu fatigué. Donc j'ai pas encore les migraines ophtalmiques de Marine Le Pen, mais on n'est pas loin. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà, donc cette campagne présidentielle a été très différente de celle de 2017. Donc moi, je la couvre en anglais pour les médias britanniques et américains, anglophones surtout. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les agences de presse. Reuters, c'est une des 3 grandes agences de presse mondiales avec l'AFP et AP. Une grosse partie de nos médias, c'est de nos clients, ce qu'on appelle nos clients, c'est les médias de presse écrite, télé, radio, qui ont à peu près tous un abonnement à Reuters. Et donc ils reçoivent nos alertes, nos articles, nos reportages sur ce qu'il se passe en France, et ce qui alimente ensuite les images, les sons, ce qui alimente ensuite leur propre production, avec souvent l'utilisation de nos articles. Et nous, les journalistes d'agences de presse, on a souvent un rôle un peu ingrat finalement, puisque notre travail n'est pas vraiment public. Il est surtout vu par nos pairs, par le reste des journalistes qui les utilisent, mais qui nous rémunèrent pour ça. Et c'est ce qui paye nos salaires, hein, évidemment. Nos clients à nous, à Reuters, c'est à peu près 60% britanniques et américains. Du coup, il y a quand même un certain biais, on va dire, qui est une vision très spécifique de la France, avec certains sujets qui intéressent les clients américains, d'autres qui intéressent plus les clients britanniques. Et dans cette présidentielle, ce qui était intéressant, c'est que contrairement à 2016-2017, qui avait vraiment passionné les téléspectateurs américains, britanniques, les lecteurs, de bout en bout, du moment de l'élimination de Nicolas Sarkozy, qui est très connu dans le monde anglophone, à l'émergence d'un inconnu comme Emmanuel Macron qui gagne la présidence, jusqu'à le risque d'une victoire de Marine Le Pen qui est très connu aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Là, par contre, en 2022, ça a été beaucoup plus difficile d'intéresser les médias britanniques et américains à cette campagne présidentielle. Pourquoi? Bon, c'est évident, il y a eu la guerre en Ukraine qui a dominé
le paysage médiatique en Angleterre comme aux États-Unis, hein, évidemment, comme en France. Et donc, en février, en mars, c'était très difficile pour nous, en tant que journalistes à Paris, de pitcher des articles à nos éditeurs à Londres sur l'élection présidentielle française. Par contre, ça a changé complètement fin mars, avec évidemment le resserrage des courbes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc là, d'un coup, évidemment, il y a eu plus de suspense. Et on a vu fleurir dans la presse britannique, américaine, des articles sur le thème de Marine Le Pen peut-elle gagner, que se passerait-il si Marine Le Pen gagnait, avec des traitements très différents selon les médias, hein, et, évidemment. Il y a une partie de la presse conservatrice britannique qui souhaite presque, hein, une victoire de Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'elle elle correspond un peu à leur vision eurosceptique de la politique internationale. Il y a l'idée possible d'un Frexit qui ressemblerait au Brexit. Il y a une détestation d'Emmanuel Macron aussi très forte en Grande-Bretagne à cause du Brexit notamment. Donc là, d'un coup, avec cette idée que Marine Le Pen pourrait peut-être gagner la présidentielle, avec des sondages qui ont été très serrés, hein, 51-49% selon certains sondages, là, d'un coup, il y a eu un intérêt. Et donc, depuis fin mars à peu près, on sent voilà, un renouveau du lectorat anglais, surtout anglais plus qu'américain, pour la présidentielle française. Et puis, il y a quand même beaucoup de... cette année, les personnages sont connus aussi. Donc les Américains, les Anglais connaissent Emmanuel Macron, connaissent Marine Le Pen, ont des visions très, très proches finalement des visions qu'il y a en France aussi, avec voilà, les traits de personnalité de chacun qui sont assez connus, comme comme ceux d'Emmanuel Macron, qui est vu comme quelqu'un à l'étranger, souvent de brillant, mais assez arrogant. Et puis, par contre, Marine Le Pen, ce que les clients américains et britanniques découvrent, c'est sa nouvelle image. Parce qu'évidemment, voilà, en 5 ans, ils ont moins été abreuvés parce que nous, en France, avons pu voir de la transformation de Marine Le Pen depuis 2017, avec son changement d'image, son travail sur le fait d'avoir une apparence plus raisonnable, son côté éleveuse de chats, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été suivi du tout par la presse britannique au jour le jour, comme nous on l'a fait. Et donc, ils découvrent ça ces dernières semaines. Donc, beaucoup d'articles aussi et beaucoup de demandes pour que nous, agenciers, fournissions des articles sur la transformation de Marine Le Pen. Nous, à Reuters, donc on a fait une interview de Marine Le Pen. C'était tout fin mars, je crois, au début avril, je ne sais plus. Et c'était vraiment juste au moment où on commençait à dire, mais en fait, elle peut gagner. Et donc là, cette interview télé plus texte, elle a très très bien marché. On a été énormément repris parce que justement, voilà, on explique un petit peu. On permet de rattraper aux médias britanniques leur retard sur le changement d'image de Marine Le Pen. Et puis il y a d'autres sujets un peu plus anecdotiques dans cette campagne qui passionnent aussi les médias britanniques et américains. Et l'un d'eux, c'est bon, il y a quelques jours, je sais pas, vous avez sûrement vu cette photo d'Emmanuel Macron, chemise ouverte, j'allais dire presque chaîne en or qui brille. C'est voilà, avec la toison de poils qui a
déclenché les passions dans la presse britannique. On a eu des articles dans le Daily Mail, le Guardian, le Times, des analyses sur le retour du poil dans la mode masculine, le fait que le président français utilisait sa virilité comme une arme dans cette campagne présidentielle. Donc il y a vraiment, là on va vraiment encore plus loin que la presse française. Ça, c'est une caractéristique très forte des médias britanniques. Il y a une certaine obsession pour l'image, et puis surtout pour des sujets qui renforcent leur cliché de la France. Et donc là, dans cette image d'Emmanuel Macron, il y a, ça conforte tous les clichés sur le français qui est séducteur, qui est un peu roublard, un peu voilà, latin, le Latin lover. C'est un peu cette image-là qui ressort. Euh, avec une presse conservatrice qui se demande si c'est bien raisonnable, tout ça, si ça va pas un peu trop loin, et puis une presse un peu plus progressiste ou populiste qui joue un petit peu sur le côté très Instagrammable de ces photos. Et puis vous avez vu peut-être aussi le comédien Jimmy Fallon là, qui a fait lui aussi un petit sketch sur Emmanuel Macron avec là voilà, tous les clichés sur le français, la baguette de pain sous le bras, le verre de vin à la main, et ce côté très sexy, très même sexuellement ambivalent du français qui fait toujours mouche aux États-Unis. Voilà. Donc pour nous en tant que agence de presse, il faut apprendre à alimenter ces deux côtés-là des médias anglophones, c'est-à-dire leur donner des analyses sérieuses sur les chances de Marine Le Pen de gagner, les phénomènes sociologiques en France. On a fait des articles de fond sur les fermetures de mosquées sous Emmanuel Macron, ces lois sur l'islamisme, le séparatisme islamique qui interroge beaucoup dans les pays anglo-saxons parce que c'est pas du tout dans leur tradition. Donc là, tout ce qui est la laïcité à la française, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer aux médias anglo-américains. Et donc tous les sujets de voile, tout ça, en général, marche aussi très bien parce que ça intrigue, ils ne comprennent pas, c'est très différent de leur modèle très libéral sur la pratique de la religion. Donc on fait ce genre de reportage, de fond, et aussi on fait ce qu'on appelle des papiers multimédia voilà, qui alimentent l'envie des médias britanniques et américains sur ce côté un peu anecdotique, la couleur de cette campagne. Et ça, c'est vrai que nous, ceux qui avons fait voilà, Sciences Po, des études universitaires assez exigeantes, on a tendance à regarder d'un peu de haut en fait ce genre d'article et à vouloir évidemment faire une analyse brillante sur les ressorts sociologiques du vote Rassemblement national ou l'émergence de Jean-Luc Mélenchon, tout ça. Mais il faut aussi comprendre en tant que journaliste qu'il y a aussi une certaine demande à satisfaire en termes voilà, d'informations un peu plus. C'est pas de l'infotainment, mais disons d'informations qui donnent le côté couleur de cette présidentielle, le côté un peu sexy, un peu inattendu, un peu baroque de ce qui se passe, de ce qui fait en fait finalement nos impressions, le vote, une élection, ça se fait pas seulement sur le fond, ça se fait aussi sur la forme. Et voilà, donc en tant que journaliste, on a aussi des fois à, à écrire avec un petit peu de légèreté certains sujets et ça peut être sympathique aussi. Voilà. Donc bah, je vais répondre à vos questions maintenant si vous en avez. Oui.
Est-ce que vous pensez que l'accueil qui est réservé à la presse étrangère de la part du président est différent de celui qui est réservé à la presse française? Oui, totalement. Alors moi, je fais partie de ces journalistes qui étaient dans, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, qui était dans la salle de presse de l'Élysée, donc au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, salle de presse qu'Emmanuel Macron a voulu fermer. Euh, et donc, s'en est suivi un combat de 2 ans entre la presse et nous, agenciers, et Emmanuel Macron, pour ne pas faire fermer cette salle de presse. Et au final, on a gagné, elle a été maintenue. Mais il y a une méfiance d'Emmanuel Macron envers la presse politique parisienne, comme il l'appelle, qui est très forte. Alors et du coup, qu'il a poussé à s'exprimer énormément dans la presse internationale. C'est un des présidents qui a donné le plus d'interviews à la presse internationale ces dernières années. Une des plus célèbres, c'est son interview à The Economist, où il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Ça, c'est une interview qui a eu un retentissement mondial, évidemment, qui a changé d'une certaine manière l'équilibre presque géopolitique en Europe, parce qu'elle a causé énormément de questionnements, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, qui ont vu une attaque contre l'OTAN. Donc ça, et ça, Emmanuel Macron le sait. Il a beaucoup donné d'interviews au Financial Times, à CNN. Au moment de la loi sur le séparatisme islamiste, il a aussi énormément parlé aux médias arabophones. À Al Jazeera, il a donné une grande interview à Al Jazeera pour essayer d'éteindre en fait la colère dans le monde musulman après cette loi, parce qu'on se souvient qu'il avait eu cette phrase disant que elle m'échappe d'un coup. Euh, je sais plus, enfin une phrase qui a été très mal perçue par le monde musulman. Et donc, chaque fois qu'il fait un déplacement à l'international, il donne une interview à un média local, beaucoup. Et ce qui est plutôt positif, par contre, vous aurez aussi des journalistes français qui vont aussi à raison, je pense, se plaindre voilà, du manque d'interviews qu'il a pu donner à la presse nationale. Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui a théorisé l'idée de la désintermédiation, donc c'est-à-dire de pas parler à travers les journalistes, de, de, de mettre les journalistes de côté, de parler directement au peuple par les réseaux sociaux, par Twitter, donc il aime, il aime pas vraiment la contradiction. Euh, il veut pas avoir à rendre des comptes forcément sur son action quand il le décide. C'est quelqu'un qui, voilà, qui décide qui a voulu, qui se présente comme le maître des horloges. Donc, il veut pas se soumettre au questionnement d'un journaliste. Et voilà, on voit aussi il a annulé tous les interviews du 14 juillet, par exemple. Parce que le 14 juillet, c'est pas la date qu'il choisit, c'est une date qui est fixée. C'est devenu une sorte de convention sur la Ve République. Ça lui plaît moins. Donc oui, pour répondre à ta question, il a vraiment favorisé la presse internationale. Oui. Est-ce que le fait d'être journaliste d'agence change votre rapport par rapport aux journalistes des autres médias? Est-ce que vous avez plus d'accès, moins d'accès, différemment? Alors ça dépend des fois. Effectivement, on a en général plus d'accès parce que il faut qu'on soit là tout le temps. Donc du coup, il y a toujours dans chaque déplacement, même pendant la pandémie, il y a toujours eu un journaliste d'agence. Alors c'était souvent soit l'AFP, soit Reuters, qui le suivait dans ses déplacements. S'il en restait plus qu'un, c'était un journaliste d'agence. Et si bon, ça me fait du mal de le dire, mais s'il devait vraiment en rester plus qu'un, c'est l'AFP. Mais évidemment, nous, voilà, l'AFP n'a pas les mêmes moyens que nous, Reuters à Paris, donc eux, les correspondants à l'Élysée suivent vraiment Emmanuel Macron. En chaque déplacement, ils doivent être partout. Donc du coup, il y a cette proximité qui est très forte. Après, ça ne veut pas dire que on est au courant de tout.
il y a quand même une obsession à l'Élysée pour les chaînes info, BFM et puis CNews. Je me souviens, moi, les 3 premières années du quinquennat, à chaque fois qu'on allait dans les bureaux d'un conseiller à l'Élysée, d'un conseiller ministériel, il y avait toujours BFM d'allumé. Et puis, quand CNews a commencé à prendre, à monter en puissance avec l'effet Zemmour, tout ça, là, on a vu, voilà, il y avait 2 chaînes en même temps, tout le temps dans les bureaux. C'était BFM et CNews. Donc, il y a cette obsession du bandeau BFM euh, qui fait que les journalistes de BFM sont aussi très, en général, je n'allais pas dire choyés, mais voilà, il y a vraiment une sorte d'obsession pour eux et il faut que l'Élysée a vraiment envie de pouvoir influencer ce bandeau BFM d'une certaine manière pour pouvoir faire passer son message. Ce n'est pas forcément de la manipulation, mais c'est simplement voilà, une sorte de reconnaissance du fait que BFM a pris un rôle très prescripteur en fait ces dernières années. Oui. Est-ce qu'il y a des différences dans la manière de travailler entre l'AFP et Reuters dans l'organisation, la manière de travailler? Alors oui, l'AFP est resté sur un modèle très traditionnel de l'agence, avec, quand vous lisez les articles, voilà, quelque chose de très factuel et en fait une sorte de compte-rendu un peu exhaustif de tout ce qui se passe sur un certain secteur, que ce soit en France ou ailleurs. À Reuters, on est un peu revenu là-dessus. Aujourd'hui, on essaie d'un peu plus cibler les sujets qu'on veut couvrir, de ne pas forcément écrire sur tous les sujets, même les plus secondaires. Ce qui est secondaire, on essaie de réduire au maximum et de se focaliser un peu plus sur l'enquête. Aujourd'hui, un des gros mouvements stratégiques de Reuters ces 3 dernières années, c'est de faire plus d'investigations, plus d'enquêtes, plus de reportages, d'avoir des contenus qu'on appelle différenciants, donc pour pouvoir voilà, avoir du scoop, mais aussi une analyse plus percutante et pas forcément faire voilà, la dépêche classique. Le président s'est déplacé aujourd'hui dans le sud de la France pour voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez frappant ces 3 dernières années. Ouais. Une émission comme le débat d'hier, où c'est 2h30 de politique politicienne, de langue de bois, où il s'est dit énormément de choses, il y a plein de thèmes qui ont été abordés. Comment on le résume en une dépêche? Alors justement, on ne peut pas le résumer en une dépêche. Du coup, nous, on produit plusieurs formats sur ce genre d'événements. Donc on a d'abord ce qu'on appelle le papier général en français, mais c'est-à-dire en anglais on appelle ça le trunk, le tronc, et dans lequel on explique un petit peu voilà, le déroulé de la soirée, qu'on essaie de mettre en contexte avec en premier le moment le plus fort, et puis voilà, essayer de mettre d'autres éléments de contexte, de background sur le fait que 14% des Français pensent que ça va influer sur leur choix, ce genre de choses. Ensuite, à côté de ça, on a un autre format qui s'appelle Highlights, où on met les meilleures citations, que des citations sans texte, parce que ça peut être utilisable en fait un peu clé en main par nos clients. Donc du coup, par exemple, imaginons la BBC, ils veulent voir quelles ont été les citations les plus fortes de la soirée. Bah, ils vont prendre ce papier de Reuters, ils vont voir les citations, tac, ils n'ont plus qu'à piocher dedans et ils peuvent en discuter ensuite sur leur plateau. Après, on a aussi une analyse. Donc là, moi, c'était de ça dont j'étais en charge hier soir. Donc, regarder le débat et essayer d'en sortir quelque chose de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure, en fait, de ce débat. Et donc, pour nous, nos clients, ce qui est intéressant, c'est qui a gagné et est-ce qu'il va y avoir un impact sur le résultat de l'élection. Et donc là, on est aidé par les sondages. Donc, il y a un sondage
BFM qui est sorti hier soir, qui disait que 50% des Français avaient trouvé Emmanuel Macron plus convaincant. Et puis après, quand on rentre dans le détail, il y a 50% des Français qui trouvent qu'Emmanuel Macron a été arrogant et 52% des Français qui pensaient que Marine Le Pen était inquiétante, par exemple. Donc avec ça, on peut faire une analyse. Ça ne veut pas dire de donner une opinion, mais ça veut dire donner du sens à notre lecteur pour qu'il comprenne que moi, selon mon analyse, Emmanuel Macron est certes apparu arrogant pendant ce débat. Par contre, Marine Le Pen n'a rien fait qui puisse inverser les courbes et du coup changer le cours de l'élection. Et donc, on peut dire qu'il a gardé son statut de favori avec ce débat. Donc, c'était ça un petit peu ma conclusion personnelle. Je peux me tromper. C'est toujours un parti pris, une analyse. Il faut choisir. On ne peut pas faire du tiède. Mais voilà, donc du coup, pour répondre à ta question, on n'a pas seulement une dépêche. On a vraiment plusieurs formats en même temps qui sortent le soir. On est une équipe de 7 personnes qui regardons le débat. Et surtout, on actualise notre dépêche tout au long de ces 3 heures de débat. Donc on a eu 12 actualisations du papier pendant le débat. Donc c'est vraiment il faut qu'il y ait un fort turnover des papiers pour on veut s'assurer que nos clients n'aillent pas ailleurs. C'est-à-dire il faut s'assurer que la BBC, Sky News, CNN, ils restent sur Reuters et ils se disent bon, c'est sur Reuters que j'ai les informations les plus pertinentes, les plus chaudes et les plus réactives, et que j'ai pas besoin d'aller sur l'AFP, d'aller sur Bloomberg, d'aller sur IP. J'ai juste à regarder Reuters. On essaie de faciliter le travail de nos clients. Oui. Justement, on parlait d'équipe et des fois, chez Reuters, il y a des articles qui sont co-signés par 2, 3, 4 personnes. Oui. Comment ça marche en fait le travail en équipe? Alors ça, le travail en équipe, c'est vraiment c'est une des forces des agences en fait. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on nous inculque dès le début et c'est ce qui fait la force de nos articles, parce qu'on peut faire des papiers qui sont coécrits par quelqu'un à Paris, à Londres, à Varsovie, avec ce qu'on appelle des datelines. Donc on va avoir une dateline Washington/Paris/Londres. Ça c'est toujours, moi c'est toujours un plaisir de collaborer à un article comme ça où on voit toute la richesse et l'étendue de notre réseau de correspondants dans le monde entier. Alors comment ça marche? Il va y avoir une personne qui va prendre le lead sur le papier, qui va écrire, et les autres journalistes qui lui envoient des contributions. Donc ça peut être une citation, ça peut être quelques paragraphes qui sont préécrits sur la situation dans le pays. Et puis il y a de la relecture on a un système d'editing qui permet à plusieurs journalistes d'éditer un papier, d'être à plusieurs mains sur un papier. Donc ça, en pratique, c'est très faisable. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans la culture de l'agence. Ça, c'est la même chose à l'AFP. Il y a vraiment une culture de collaboration pour être sûr de faire le papier le plus riche et de tirer le maximum parti de l'étendue de notre réseau, qui fait la force des agences par rapport aux autres médias. Oui. On le voit sur le terrain, il y a toujours cette tentation, surtout pour les journalistes politiques pendant une campagne, de chercher le scoop, d'avoir la petite phrase, d'avoir le propos qui va faire buzzer ou qui va alimenter même simplement un article. Est-ce que quand on est journaliste d'agence, on suit un président, l'exécutif depuis longtemps, pendant une campagne, on est aussi tenté par ça, ou au contraire, on a une vision beaucoup plus lointaine, d'ensemble, avec plus de recul Alors en fait, il nous faut les deux. C'est-à-dire que il faut avoir le recul pour pouvoir expliquer la France avec un œil de correspondant étranger. Mais il faut, nous à Reuters, une des ambitions stratégiques, c'est aussi d'avoir du scoop. Et le scoop, c'est pas forcément quelque chose de sale. Il
il y a effectivement la petite phrase, on n'est pas trop dans les petites phrases, nous, à Reuters, c'est vrai que c'est pas notre truc, c'est pas quelque chose que, voilà, on va pas faire le buzz sur un commentaire à la volée d'Emmanuel Macron pendant un déplacement. Par contre, des informations exclusives sur ce qu'il fait, sa politique européenne, ses discussions avec Joe Biden, tout ça, si, c'est quelque chose qu'on nous incite énormément à faire. Pourquoi ? Parce que en tant que journaliste, on cherche à décrire ce que font les hommes politiques et pas seulement ce qu'ils disent. Si on se contente de ce qu'ils disent, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, en fait. Et en tant que journaliste, c'est aussi notre mission, c'est de décrire les actions, même ce qui est fait behind the scenes. Donc ça, c'est vraiment un des ressorts très forts, notamment dans la presse anglo-saxonne. Hein, c'est d'écrire ce qu'ils font et pas seulement ce qu'ils disent. Parce que d'écrire ce qu'ils disent, après ça fait des dépêches à l'agence de presse nord-coréenne. Le président a déclaré que la nation est très grande. Et voilà. Donc ça, c'est pas du tout on considère que c'est pas notre rôle de journaliste d'agence. On veut essayer de décrire avec le plus de précision possible la réalité des actions, ce que le gouvernement veut parfois cacher. Et ça, c'est une mission assez noble aussi du journaliste. Oui. Comment vous gérez la question de la traduction du français à l'anglais? Parce que on se souvient de pas la polémique, mais la petite question autour de Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés. Comment vous avez géré ça en interne? Oui, alors ça c'est un problème qu'on a eu énormément, que moi qui occupe mes journées depuis 5 ans. Alors Emmanuel Macron a une langue très riche en français, donc du coup avec parfois un vocabulaire très spécial, hein, très châtié parfois un peu vieillot, avec des expressions qui sont intraduisibles littéralement, évidemment. Hein. Donc il faut arriver à donner à nos lecteurs la même impression qu'aurait eu un lecteur français en voyant la phrase originale française. Donc du coup, il faut vraiment se détourner d'une traduction littérale. Il faut s'assurer qu'on arrive à avoir à la fois le ton et le ressentiment que va avoir la personne en lisant la phrase. Donc, c'est un très bon exemple que tu prends sur le fait d'emmerder les Français. Moi, ça m'a pris la soirée pour essayer de trouver la bonne traduction. Et en fait, j'en ai conclu que j'ai utilisé piss off, to piss off the French. Ça a été ma traduction. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le même registre scatologique, emmerder, piss. Donc voilà. Donc ça a un peu le même effet chez le lecteur. Évidemment, c'est pas une traduction littérale. C'est très difficile parce qu'emmerder, ça peut être vu comme quelque chose de très vulgaire, mais des fois, ça peut être vu comme quelque chose au contraire, qui se dit entre copains sans être forcément insultant. Donc des fois, ça a des acceptions un peu différentes selon les contextes. Donc ça a été un sujet qui a passionné les médias britanniques et américains pendant des jours. Il y a eu des articles sur comment traduire emmerder les Français dans toute la presse internationale. Ça, mais c'est ce qui fait le sel du métier. C'est ce qui rend ça intéressant. Oui. Parmi tous vos clients, vous avez beaucoup de clients américains et britanniques. Est-ce que c'est les mêmes sujets qui intéressent les deux? Est-ce que c'est vraiment une façon de voir la France anglo-saxonne, ou est-ce qu'il y a quand même des thématiques qui fascinent plus l'un ou l'autre? Ah ouais, non, c'est pas du tout les mêmes sujets qui les intéressent. Moi, je suis Alors moi, j'ai beaucoup vécu en Angleterre, en fait. J'ai fait mes études en Angleterre et j'ai travaillé au bureau de Reuters en Angleterre. Donc je connais très bien l'Angleterre, je connais beaucoup moins les États-Unis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en Angleterre, il
il y a une obsession pour un sujet en particulier ces dernières années, c'est le Brexit. Et ça, c'est un sujet qu'on ne voit pas du tout aux États-Unis. Les États-Unis, ils s'en fichent complètement du Brexit. Et donc moi, un des sujets que j'ai suivi le plus, c'est depuis 2016, en fait, c'est le Brexit. Parce que pour le coup, voilà, on a une énorme partie de nos clients qui sont britanniques. Et donc, il fallait absolument qu'on ait mais toutes les nuances de la position française sur le Brexit, avec en plus le fait que Emmanuel Macron a pris le rôle du méchant dans cette histoire. La presse britannique l'a présenté comme le leader d'une sorte d'Europe anti-britannique, et comme s'il prenait la tête d'une coalition qui voulait punir les Britanniques de leur décision. Donc du coup, il y avait une véritable obsession pour la position française, alors que les Français essayaient de dire non, mais c'est négocié au niveau de Bruxelles par Michel Barnier, mais le fait que Michel Barnier était français renforçait aussi cette idée que il y avait une certaine sorte de complot français pour punir les Britanniques. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui a énormément intéressé nos lecteurs britanniques. Aux États-Unis, eux, non, c'est beaucoup moins ces sujets-là. Marine Le Pen fascine aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'elle fait un petit peu partie du même courant idéologique que Donald Trump, évidemment. Donc du coup, c'est facile pour les Américains de comprendre ce à quoi elle fait, dans quoi elle s'intègre en fait. Et il y a déjà en 2017, Donald Trump venait d'être élu, on venait d'avoir le Brexit, donc du coup la presse américaine était pleine d'articles sur Marine Le Pen va gagner. C'est le troisième domino qui va tomber, c'est évident. Et moi, connaissant bien la France, c'est quelque chose contre lequel il a fallu que je lutte en fait aussi, parce que beaucoup d'éditeurs américains qui me disent mais Marine Le Pen va gagner, donc il faut faire des articles sur le fait que Marine Le Pen va gagner. Et donc, c'est très difficile de leur expliquer que, bon, en France, déjà, voilà, il n'y a pas le collège électoral, les sondages sont plutôt justes en France. Et il y a le phénomène du Front républicain qui existait encore en 2017, qui est beaucoup moins aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui, voilà, aux États-Unis qui fascinent beaucoup. Et là, on l'a revu, dès que les courbes se sont resserrées, là, ça y est, aux États-Unis, il y a eu un renouveau d'intérêt pour ce qui se passait en France. Vous parliez d'une fascination pour Marine Le Pen aux États-Unis. Est-ce qu'il y a la même pour Éric Zemmour ? Alors, Éric Zemmour, il y a eu, pas aux États-Unis, plutôt en Angleterre. Il y a eu un moment Éric Zemmour en fin d'année dernière dans la presse anglophone, avec voilà, surtout le fait qu'il appartenait à cette sorte de Fox News à la française, et donc du coup voilà, qu'on pouvait le rattacher à ce phénomène-là. Il y avait voilà, ce lien entre commentateurs, journalistes, médias, enfin hommes de médias d'une chaîne qui devient conservatrice et très à droite. Ça, c'est quelque chose qui leur a beaucoup parlé. Et il y a énormément d'articles sur ses positions sur l'islam, évidemment, avec, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça choque énormément aux États-Unis, des propositions comme le fait d'interdire le voile, par exemple, ou ces histoires de grands remplacements aussi. Ça, c'est quelque chose qui intrigue énormément. Et il y a dans la presse américaine, notamment dans la presse américaine qu'on dit libérale, donc le mot libéral, c'est plutôt donc, de gauche, en fait, dans son conception voilà, américaine du terme, il y a dans les New York Times notamment, il y a eu énormément d'articles sur comment les musulmans vivent et sont traités en France. Ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément la presse américaine.
Rokhaya Diallo, que vous connaissez sûrement, est employé par le Washington Post. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent dans la presse américaine une volonté de beaucoup plus parler des minorités. Il y a un prisme très, très fort sur une sorte de vision de la France qui opprime ces minorités, notamment la minorité musulmane. Ça, c'est assez fort dans cette partie de la presse. Et en Angleterre aussi, en Angleterre, il y a voilà, une tradition de multiculturalisme, de laisser faire sur les sujets de religion qui font que la conception française de laïcité, avec l'interdiction du voile à l'école, tout ça a toujours beaucoup questionné, donc intéresse beaucoup. Et donc, ça, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Et du coup, ils étaient tout surpris en fait, de voir que finalement, dans ces derniers mois de l'élection présidentielle, finalement, ça n'a pas été les sujets d'immigration, d'islam qui ont dominé la campagne, mais des sujets de pouvoir d'achat. Donc ça a rendu la campagne un peu différente et puis ça a permis en fait finalement de la rendre plus compréhensible aussi parce qu'ils peuvent relate en fait. Donc c'est-à-dire oui, nous aussi l'essence augmente énormément aux États-Unis, en Angleterre, l'électricité augmente. Comment est-ce qu'ils font en France eux par rapport à ce phénomène-là? Donc ça c'est voilà, c'est aussi un sujet qui a énormément intéressé. Et la campagne, elle intéresse plus les Britanniques ou les Américains? Alors, je pense qu'elle intéresse quand même beaucoup plus les Britanniques, parce qu'ils sont... les Britanniques ont une véritable obsession pour la France. Moi, je fais mon mémoire de fin d'année sur la vision de la France à travers la presse britannique. La France, elle a servi de contre-modèle pour la fabrication de l'État britannique quand il y a eu la fusion entre l'alliance entre l'Angleterre et l'Écosse. Il a fallu se trouver un ennemi commun pour créer cet État britannique. Et ça a été la France qui est un pays catholique, qui est un pays papiste, comme ils disent, qui est latine, alors qu'eux, ils sont voilà, anglo-saxons, protestants, avec des traditions très différentes, donc, et une rivalité multiséculaire, hein, évidemment. C'est la France et la Grande-Bretagne, deux anciens empires, qui ont du mal à accepter la perte de leur empire colonial, qui sont aujourd'hui de puissances de taille similaire en termes économiques, de puissance nucléaire, de puissance au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le Royaume-Uni se voit un peu en miroir et se jauge avec la France constamment. Est-ce qu'on est supérieur ou est-ce qu'on est inférieur? Il y a à la fois un complexe d'infériorité et de supériorité. Il y a une sorte de relation amour-haine qui est très forte. Et les Britanniques sont très proches de la France. Ils visitent la France énormément. Ils connaissent la France. Ils y vont en vacances. Les États-Unis, eux, la France leur paraît beaucoup plus lointaine. Ce qui s'est passé avec le petit sketch de Jimmy Fallon, c'est un bon résumé de la vision américaine de la France. Hein. C'est très cliché, voilà, c'est un pays qu'on ne prend pas forcément au sérieux, un petit pays qui est un peu drôle, un peu voilà, avec ces clichés voilà, du Latin lover, de la même manière qu'un Français regarde parfois l'Italie ou la Belgique, ou voilà, c'est un petit peu comme ça. Et donc voilà, les Américains connaissent moins la France, donc je pense ça passionne un peu moins, ou en tout cas c'est traité de manière un petit peu plus superficielle. Mais encore une fois, ça dépend des médias. Hein. Il y a une très bonne couverture de grands médias comme le New York Times ou Washington Post. Hein. Mais en termes de suivi plus granulaire de l'actualité, c'est sûr que les Britanniques, c'est beaucoup plus flagrant. Est-ce que le personnage de Macron, il intéresse plus que, par exemple, les anciens présidents comme Hollande ou Sarkozy? Ah ouais, oui, énormément. Alors, il fascine beaucoup plus que François Hollande, ça c'est clair. François Hollande, c'était très difficile de vendre des papiers sur François Hollande. Hein. À l'époque de François Hollande, c'était quelqu'un qui n'était pas
pas vraiment intéressant pour les médias britanniques. Par contre, Nicolas Sarkozy était très connu et très suivi parce qu'il a aussi une personnalité très forte. Il a ce côté petit Napoléon qui plaît aux Britanniques notamment. Quelqu'un de très énergique qui a pris des initiatives diplomatiques très importantes. Il est allé en Géorgie au moment de la crise de 2008. Il était aux premières loges aussi. Donc Sarkozy intéressé, mais Macron, il y a eu après son élection une sorte de Macron-mania dans la presse anglophone qui a dépassé tout ce qui avait été fait avant. Ça c'est clair. C'était un président beau, jeune, qui dépasse tous les clichés qu'il pouvait avoir sur une France qui est vue comme étant sclérosée, déclinante, qui est en général dirigée par une sorte de gérontocratie. Donc ça, ça a beaucoup surpris les anglophones, avec chez les Américains une sorte de vision un petit peu hollywoodienne d'Emmanuel Macron, qui a une histoire personnelle très intéressante. Brigitte, j'ai oublié d'évoquer Brigitte, mais Brigitte Macron, elle fascine, que ce soit des deux côtés de la Manche et de l'Atlantique, hein. Surtout chez les Britanniques, hein. Mais cette relation entre une prof et son élève, un écart d'âge de 23 ans, enfin c'est vraiment quelque chose qui les fascine. Et donc oui, ce côté Hollywood, il plaît énormément. Côté jeune premier. Et puis Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a eu des initiatives diplomatiques très spectaculaires. On se souvient tous de ces poignées de main avec Donald Trump, quand il a invité Donald Trump au 14 juillet. Ensuite, quand il est allé au Liban, juste après l'explosion à Beyrouth. C'est quelqu'un qui est adepte des coups diplomatiques, Emmanuel Macron. Donc du coup, forcément, ça capte l'attention, ça intéresse. Et en tout cas, c'est arrivé très tôt, parce que c'est vrai que donc moi, je suis le premier journaliste du service anglophone qui a été nommé à l'Élysée, à Reuters. Donc c'était aussi un signe que pour les anglophones, ils se sont dit, en fait, ce président, il faut qu'on le suive beaucoup plus intensément que les autres. C'est bon, oui. À qui vous pensez quand vous écrivez, dans quel vêtement vous mettez quand vous écrivez l'article? En gros, à qui vous pensez? Quel est le lecteur auquel vous pensez? C'est une très bonne question, parce que en fait, il faut vraiment se mettre dans la peau du... nous, on dit l'homme de la rue à Chicago, ou un londonien, voilà. Il ne faut pas écrire comme on écrit. On ne peut pas écrire en anglais comme on écrirait en français. Par exemple, un bon exemple, c'est Christiane Taubira, par exemple. Christiane Taubira, très connue en France, icône de la gauche. Par contre, personne ne la connaît aux États-Unis, personne ne la connaît en Angleterre. Du coup, est-ce qu'on doit écrire un article en anglais sur Christiane Taubira? Ça, c'est une question qu'on se pose. Et si on le fait, comment est-ce qu'on explique Christiane Taubira à l'homme de la rue de Chicago, en fait? Donc ça, c'est toujours une vraie question qu'on doit se poser à chaque fois. Surtout ne pas faire de traduction de la presse, d'un article français en anglais. Ça marche pas du tout. Parce qu'il y a des sujets qui vont passionner John Doe aux États-Unis, et d'autres qui passionnent en France, mais qui n'intéressent absolument pas. Donc il faut vraiment se mettre à la place se mettre dans l'œil d'un correspondant étranger. C'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que des fois, on suit les choses au jour le jour, on est un peu passionné par ce qui se passe, hein, évidemment, le combat politique, mais des fois il faut prendre un peu de recul et se dire,
Moi, par exemple, voilà, Christiane Taubira, je trouve que c'était un bon exemple. Quand elle s'est présentée, on n'a pas fait d'article à Reuters en anglais. On en a fait un en français, on n'en a pas fait en anglais. Pourquoi? Parce que ça ne change pas vraiment la dynamique de l'élection. On continue de surveiller. Si d'un coup elle monte dans les sondages, que finalement c'est elle qui devient la rassembleuse à gauche, là on peut commencer à faire un article qui essaie de présenter Christiane Taubira au lectorat américain. Mais tant qu'elle n'a pas percé, en fait, c'est pas un phénomène qui peut intéresser. De la même manière que nous, en tant que Français, est-ce qu'on serait intéressé par un ancien ministre italien qui fait 2% dans les sondages? Non, on ne lirait pas forcément un article là-dessus. Ben, c'est pareil. Donc il faut vraiment se mettre. Voilà, c'est une sorte d'exercice psychologique qui est important, mais qui est intéressant à faire aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement de Macron, enfin par exemple, je sais pas, Édouard Philippe ou d'autres personnalités qui ont émergé à l'étranger, enfin chez les Anglais, ou même le personnage de Castex qui est un peu atypique, on avait vu des vidéos quand il cherchait ses lunettes. Ouais, mais même ça, voilà, les premiers ministres français, c'est très difficile de... Enfin, même Édouard Philippe, c'était très difficile d'intéresser les étrangers. Enfin, moi, quand Édouard Philippe faisait une annonce, j'écrivais dans mes dépêches, le Premier ministre d'Emmanuel Macron a décidé... Voilà. Donc c'était... limite, on ne mentionne même pas le nom d'Édouard Philippe parce qu'il n'est absolument pas connu. Et dans les autres ministres, voilà, c'est vrai qu'un ministre... donc Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères, est très peu connu parce que c'est une personnalité très discrète. Et Bruno Le Maire, qui lui est quand même plus volubile, plus flamboyant, est un peu plus connu, mais en fait dans un cercle très restreint d'économistes, de spécialistes voilà, de ces sujets économiques. Mais non, il y a pratiquement aucun ministre d'Emmanuel Macron qui a émergé. Du coup, c'est pratiquement à 99% du Emmanuel Macron sur la couverture du gouvernement. Oui. Est-ce qu'il y a eu un ou deux épisodes de la campagne qui ont particulièrement marqué à l'étranger, en Angleterre ou aux États-Unis? Ça a été une campagne très bizarre, parce que même en France, il y a eu très peu de campagnes. Donc elle a été très courte. Donc du coup, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui a marqué? Je trouve que cette année, finalement, non, en fait. Parce que en 2017, il y avait eu l'épisode Whirlpool, qui avait été beaucoup suivi à l'étranger, parce qu'en plus, voilà, c'était très emblématique de ce combat entre internationalistes et nationalistes. Voilà, c'était assez fort comme moment. Mais là, c'est vrai que pendant cette campagne, Emmanuel Macron, il a intéressé en tant que président français qui négocie avec Vladimir Poutine, son déplacement à Moscou, à Kiev. Ça a été énormément suivi. Les articles sur la longue table de 6 mètres, moi, j'avais sorti une info sur le fait qu'il avait refusé de faire un test PCR russe quand il est allé à Moscou, et que c'était pour ça qu'on lui avait mis cette table de 6 mètres. Parce que, donc lui, il a refusé pour ne pas se soumettre au docteur russe, et il y a une certaine peur d'avoir son ADN récupéré par les Russes. On sait pas ce que les Russes peuvent faire avec ce genre de choses. Mais ça, cet article, il a fait le tour du monde. Ça a été repris énormément. Donc ça a intéressé. Et c'était une époque où la campagne présidentielle m'intéressait, mais pas du tout. Du coup, il y a eu très peu de moments. Ce qui finalement a beaucoup intéressé durant cette campagne, c'est Marine Le Pen. C'est la transformation de Marine Le Pen, c'est sa personnalité, c'est beaucoup ça. Et donc du coup, c'est vrai que le débat d'hier a été très regardé, très commenté dans la presse anglo-américaine, sur Twitter, avec énormément de journalistes anglophones qui l'ont commenté en live. Voilà, donc ça c'est sûr qu'il y a eu énormément d'intérêt pour ce débat.
Mais je pense que finalement, c'est le seul événement vraiment qui a captivé. Est-ce que la crise des Gilets jaunes, elle a été beaucoup suivie? Ah ouais, énormément. Énormément. Pourquoi? Parce que ça correspond cette crise à une sorte d'image traditionnelle du français révolutionnaire, hein. Donc évidemment, du coup, les médias britanniques et américains arrivent très facilement à avoir une sorte de cadre de référence pour ce genre de phénomène. Les Français qui sont dans la rue, qui manifestent, qui font grève, qui font des actions parfois violentes, c'est toujours très couvert. Et celle-ci en particulier, ce mouvement en particulier a énormément choqué, avec les images de violence dans Paris, l'Arc de Triomphe qui a été défiguré, les personnes, les éborgnés, les personnes qui ont perdu qui se sont pris des balles de la police. La brutalité policière a énormément choqué, notamment en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a une tradition d'une police très avec des méthodes beaucoup plus douces et même en connaissance de cause plus professionnelle que la police française, hein. Après, il n'y a pas le même public en Angleterre, évidemment, hein. Il y a des manifestations beaucoup moins violentes en Angleterre, mais du coup, c'est quelque chose qui a énormément choqué ça en Angleterre. Donc, ça a été très suivi avec des images d'un Paris en feu qui a été énormément repris dans la presse, dans les médias, dans la BBC, Sky News. Ils ont été sur les ronds-points, dans les manifs les samedis, tous les samedis. Et nous, on a fait des dépêches tous les samedis pendant, je ne sais plus, au moins 30, 40 samedis de suite, quoi. Donc c'est ce qui d'ailleurs, d'un point de vue pratique, ça veut dire que le samedi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille. Nous, on a toujours un correspondant qui est de garde le week-end, évidemment. Mais là, ça voulait dire que pendant de longues semaines, on a eu chaque samedi la personne de garde qui doit faire des papiers assez lourds, assez conséquents, avec des journalistes, des caméramans qui sont sur le terrain, parfois dans des environnements violents, des photographes, tout ça, et donc une coordination multimédia entre texte, télé et photo très forte tous les samedis. Donc ça a été, pour nous, ça a été un énorme événement à couvrir. Ouais. Oui. Si Marine Le Pen est élue ce dimanche, pensez-vous qu'elle aura le même intérêt, qu'elle suscitera le même intérêt de la part de la presse étrangère que Emmanuel Macron? Alors oui, je pense que ce ne sera pas le même intérêt, mais ce sera un intérêt encore plus... ça sera un intérêt démultiplié, parce que là, c'est un cataclysme, du coup, ça serait un changement radical. Je pense que nous, on en plaisante, mais pour nous, si on devait couvrir une présidence de Marine Le Pen, on s'attend à avoir un rythme de travail qui sera décuplé, probablement. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé avec mes collègues qui ont couvert Donald Trump aux États-Unis et mes collègues britanniques qui ont couvert le Brexit. Ça a été à chaque fois 4 ans non-stop pour Donald Trump, quelqu'un qui tweetait énormément, qui a un désir de casser les conventions, casser le moule du système. Donc on peut s'attendre qu'une présidence de Marine Le Pen, ça serait fracassant d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique. Nous, le sujet que j'ai pas trop évoqué, mais c'est que nous, on a aussi des clients économiques, Reuters, beaucoup. On a beaucoup de banques, d'institutions financières qui s'abonnent à Reuters pour avoir les informations en temps réel. Pourquoi? Parce que ça fait bouger les marchés, en fait. Et on voit que, par exemple, les sondages sur Marine Le Pen qui risque de gagner, avec les courbes qui se resserrent,
ben ça a un impact sur les marchés qui est direct. Ça fait baisser le cours des banques françaises, ça fait augmenter les taux d'intérêt de la dette française. Donc on a beaucoup de clients financiers qui du coup regardent ça comme l'eau sur le feu. Et du coup, on peut s'attendre à ce que, oui, il y ait un très fort intérêt pour une présidence Marine Le Pen et du coup, énormément de boulot pour les journalistes qui doivent la couvrir. Nous sommes au terme de la masterclass. Merci beaucoup. Merci à vous.